La France compte aujourd'hui 11 millions d'aidants qui accompagnent un proche malade ou en perte d'autonomie. Parmi ces 11 millions, 61% sont en situation d'emploi. En 2030, ils seront 75% à être dans ce cas, soit un salarié sur 4. Comment l'entreprise se prépare-t-elle à cette situation qui va concerner une part croissante de ses salariés? Bonjour, je suis Sybille Lemaire, fondatrice du Club Landois, qui regroupe un collectif d'entreprises pionnières et engagées qui agissent pour réussir cette transformation sociale avec une idée simple. Quel pacte social souhaitons-nous écrire qui soit économiquement soutenable et socialement souhaitable? 29 juin 2023, Assemblée nationale. Le Club Landois organise une journée de débat sur le thème du travail avec la députée Astrid Panosyan-Bouvet. Vous vous apprêtez à écouter la table ronde numéro 4, Quelle politique sur les danses en entreprise? Une discussion animée par Nicolas Senez, journaliste pour le journal La Croix. Le terme de prendre soin est venu souvent, et on va justement s'intéresser à une partie des salariés qui passent une bonne partie de leur temps à prendre soin. 8 à 11 millions d'aidants, c'est-à-dire de personnes qui soutiennent un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Parmi eux, il y en a 61% qui travaillent. Je reprends les chiffres du baromètre de l'OCIRP qui avait été publié avec la Croix le 6 octobre dernier dans le cadre de la Journée nationale des aidants. Ça sera 75% en 2030 avec, à ce moment-là, un actif sur 4 qui sera un aidant. Voilà, 58% d'entre eux éprouvent des difficultés par rapport à leur santé, à peu près autant par rapport à leur qualité de vie, et 45% éprouvent des difficultés dans leur vie professionnelle, tellement leur situation d'aidant s'entrechoque avec leur emploi. Pour près de 40% d'entre eux, c'est même un obstacle à leur carrière, au point que un quart seulement informe son employeur de son rôle d'aidant. Alors, pour parler de la situation des aidants dans l'entreprise et puis de la manière dont on peut développer une politique de l'aidance, trois personnes qui connaissent très bien ce sujet. D'abord, donc je parlais de l'OCIRP, donc Marianne Monchamp, qui est directrice générale de l'OCIRP, mais qui connaît bien cette grande maison puisqu'elle a été députée déjà. Vous avez été aussi secrétaire d'État aux personnes handicapées auprès de Jean-Pierre Raffarin, et de la solidarité et à la cohésion sociale auprès de François Fillon. Vous avez été également présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. D'ailleurs, ce nom se cache en fait la 5e branche de la sécurité sociale, qui vient justement gérer tout ce qui est l'autonomie et la dépendance. Voilà, et donc vous êtes depuis 2 ans, 1 an, donc directrice générale de l'OCIRP, qui est un organisme de prévoyance qui accompagne justement les salariés dans les risques de la vie et qui est très engagé sur la question de l'aidance. À votre gauche et donc à votre droite pour vous dans la salle, Morgane Hiron, qui est engagée de longue date dans les mouvements associatifs, à la fois auprès des associations étudiantes, je crois, au début, puis dans l'économie sociale et solidaire. Et depuis 2021, vous êtes déléguée générale du collectif Je t'aide, qui a été créé en 2015 justement pour faire valoir les droits des aidants, faire mieux connaître, et on aura l'occasion justement de parler de cette méconnaissance des aidants dans la société. Et puis, avec vous, Jean-François Rimou, qui est directeur de la communication et de la RSE de Clésia, donc qui est un groupe paritaire de protection sociale. On peut dire qu'il est lié aussi à l'Agir Carco, voilà, qui est très engagé aussi pour les aidants, que ça soit en interne, en externe auprès des clients du groupe, et puis dans la société. Alors, je vous ai mis tous d'un même côté parce que je voulais éviter que l'un d'entre vous, puisque vous êtes 3, soit isolé,
parce que malheureusement, nous n'avons pas de députés à cette table ronde. Il y a des députés, j'en connais. J'avais animé d'ailleurs avec la Croix une table ronde où Paul Christophe était intervenu, qui est aussi un député qui est assez engagé sur ces questions-là. Je crois qu'il n'était pas, lui non plus, pas disponible. Et je me posais du coup la question, est-ce que le fait qu'il y ait peu de députés qui se connaissent sur cette question-là n'est pas aussi le symbole que c'est un angle mort des politiques publiques? Non, on avait Sébastien Betavi qui a dû annuler vraiment au dernier moment. On a pas mal de députés, d'ailleurs de tous bords, qui s'intéressent particulièrement à ces questions. Monsieur Paul, qui est député du Nord, François Ruffin, avec lequel je vais d'ailleurs probablement avoir une mission conjointe parlementaire sur le sujet de l'aidance familiale. Il y a également Monsieur Daréville, député communiste des Bouches-du-Rhône. Donc il y a pas mal de députés, mais l'annulation c'est en fait vraiment un peu au dernier moment. Là, c'était vraiment compliqué de demander à des collègues de remplacer au pied levé. Mais c'est une question qui intéresse de plus en plus. Vous avez parlé du nombre de nos concitoyens qui sont aujourd'hui touchés de près ou de loin par l'aidance familiale, à peu près 10 millions de personnes, dont 500 000 mineurs. Et les entreprises ont aussi un rôle à jouer par rapport au non-dit, par rapport au confort qu'on peut donner, parce que souvent l'entreprise, ça peut aussi être un lieu de réconfort pour aider à cette période qu'est l'aidance familiale. Donc non, il y a un vrai sujet, un vrai intérêt de la part de tous mes collègues, et là je dis tous bords confondus. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc on faisait un peu ce tableau de l'aidance en entreprise. Justement, je m'étais penché, j'avais préparé ça avec les chiffres donc du baromètre de l'OCIRP. Marianne Monchamp, on va peut-être pouvoir approfondir un petit peu ce tableau de l'aidance, en particulier dans le monde de l'entreprise. Peut-être qu'on peut commencer par essayer de dresser un peu le portrait avec des aidants qui sont, contrairement à ce qu'on croit, plutôt jeunes, je crois. Donc merci beaucoup pour cette invitation, merci à Sybille Lemaire et merci chère Astrid Panossian, que j'ai évidemment un grand plaisir à retrouver, et vous tous mesdames et messieurs. Oui, ce qui nous a interpellés dans le baromètre de l'OCIRP, c'est à quel point les chiffres changent vite. Entre 2021 et 2022, on n'avait pas tout à fait le même panorama. D'abord avec le nombre des aidants qui s'accroît, mais avec aussi des situations qui deviennent plus marquantes et qui effectivement méritent, à notre sens, une attention particulière. L'âge moyen d'entrée dans l'aidance est très jeune. Il est de 36 ans. On a du mal à l'imaginer. On a tous un peu en tête un portrait robot d'un aidant qui n'est pas tout jeune, qui a des parents âgés. En réalité, quand on prend l'ensemble des phénomènes constitutifs d'une situation d'aide, l'enfant en situation de handicap, le conjoint en situation de handicap ou de maladie lourde, chronique, naturellement les parents, les proches, cela finit par faire effectivement une communauté de l'aide qui conduit effectivement à identifier que l'âge moyen d'entrée dans cette situation particulière, il est très précoce. Des éléments aussi qui évoluent et qui sont en progression, c'est la charge d'aide, la charge de l'aide, la charge horaire. Les chiffres ont également beaucoup bougé. La charge hebdomadaire était de 8h34, quelle précision, en 2021. Elle est passée désormais à 10h50 en 2022. Vous voyez la progression considérable. Cela veut dire que effectivement, et comme vous le rappeliez fort justement, beaucoup d'aidants sont actifs, sont salariés, et ils doivent concilier effectivement leur charge professionnelle avec une charge privée qui s'accroît au fil du temps. Alors pourquoi s'accroît-elle ? Parce que effectivement, on a de plus en plus de situations qu'on évoquait tout à l'heure un petit peu en aparté avec Thierry Bellon, qui étaient effectivement, et ça a été évoqué dans la table précédente, si vous prenez la situation des gens qui développent des pathologies psychiatriques, qui sont des pathologies chroniques, évidemment, vous vous rendez compte que là, le temps d'accompagnement et le temps d'aide, le temps de présence aux côtés de la personne aidée est évidemment beaucoup plus substantiel et beaucoup plus lourd que ce que l'on peut imaginer quand l'aide est essentiellement une aide technique, une aide matérielle. Les autres éléments qui sont importants, je ne veux pas être très longue, mais moi qui m'ont beaucoup frappé dans le dernier baromètre de l'OCIRP, c'est qu'un tiers des aidants sont désemparés. Désemparés, c'est-à-dire perdus. Ils sont perdus et quelque part, si vous voulez, ils ne savent absolument pas par quels moyens ils peuvent accéder à leurs droits,
ils peuvent tout simplement bénéficier d'un soutien qui leur permettrait de faire face et se trouvent dans des situations d'antagonisation critique au point de déclencher un certain nombre de réactions à la pénibilité du travail qui s'accroît. C'est-à-dire, si vous voulez, quand vous avez une situation ordinaire, vous avez une certaine compréhension de la pénibilité de votre activité. Mais quand vous avez une charge privée qui vient s'ajouter, vous avez un effet de porosité qui crée une tolérance à la pénibilité qui évolue. Ajoutez à cela le poids de ce qu'on appelle classiquement, et les DRH s'y reconnaîtront, le lien de subordination qu'emporte le contrat de travail et qui crée en fait une forme d'obligation entre le salarié et son employeur, eh bien, on trouve effectivement des situations de tension qui nous préoccupent et qui nécessitent, au-delà des questions de temps disponible et de gains de temps ou de dons de temps qui sont d'une avancée considérable, et il faut saluer l'action du législateur qui a rendu possible, au-delà du don de temps à des fins d'aide, un véritable statut du congé proche aidant. Je pense qu'il va falloir que nous allions bien au-delà. Ça n'est pas qu'une question de temps, la situation de l'aidance, c'est un traitement des situations dans lesquelles les gens sont désemparés, c'est-à-dire un besoin de réponse organisationnelle afin, et c'est par là que je terminerai, que les aidants puissent garder le choix d'avoir une vie propre en même temps qu'ils sont aidants. Quand il y a une conflictualité entre je suis un aidant et je suis tout simplement un citoyen à part entière qui veut travailler, qui veut avoir une vie propre, alors on voit bien qu'il y a une très grande dégradation de la situation de ces personnes en situation d'aidance. Merci beaucoup. Je tourne vers vous, Morgane Hiron, quand on a préparé cette table ronde. Vous insistiez particulièrement sur la méconnaissance de l'aidance. Alors on parlait justement du fait que les aidants se retrouvent parfois difficilement dans le monde du travail, mais c'est un sujet, le mot même aidance, que dans la société ou dans l'entreprise, on connaît assez mal, même s'ils sont nombreux, et que parfois même les aidants eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont aidants. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aussi nombreux cet après-midi sur ce thème. Effectivement, l'entreprise, elle a un rôle à jouer. On a tous et toutes un rôle à jouer en tant que citoyen, en tant qu'association, en tant que professionnel de santé, en tant que entreprise. Donc là, c'est quel rôle pour les entreprises? Elles ont un rôle à jouer. Mais c'est vrai que les entreprises font face à différents freins, et notamment un des freins, les entreprises sont dans une société, et la société est ce qu'elle est. Ça veut dire qu'elle a beaucoup évolué depuis notamment la première Journée nationale des aidants qui avait lieu, pour rappel, en 2010, donc c'était quand même hier. Donc c'est vrai que on a envie que les choses avancent vite, et en même temps il faut le replacer dans un contexte, le contexte politique et actuel tel qu'il est. Aujourd'hui, il y a encore une personne sur deux qui ne connaît pas le mot aidant. Une personne sur deux. Et vous pourriez me dire, c'est pas très grave, à quoi ça sert finalement de connaître ce mot aidant? Nous, on est convaincus que, et c'est ce que disait Marianne Monchamp à l'instant, la difficulté à trouver des solutions vient, un des freins, c'est aussi que d'abord, on ne se reconnaît pas en tant qu'aidant, on ne connaît pas le mot. Donc on ne sait pas qu'il existe des associations d'aidants. Donc on ne va pas aller voir le mot aidant dans son contrat de mutuelle, dans son contrat de prévoyance. On ne va pas aller taper sur un moteur de recherche le mot aidant. Et c'est vrai que c'est un des premiers freins. C'est le fait de connaître ce mot, de fait qu'on n'est pas seul, parce que c'est pas juste un coup de pas de chance, c'est pas une question individuelle, c'est bien une question sociétale. La question, c'est pas est-ce que je vais être aidant, mais c'est de qui je vais être aidant, combien de fois je vais être aidant dans ma vie, et comment ça va se passer. Est-ce que je vais être seule à traverser cette épreuve, ou est-ce que je vais être entourée par mes frères, par mes sœurs, par effectivement mon employeur. Et effectivement, même après avoir connu ce mot, faut aussi l'accepter. Beaucoup, et vous l'avez dit, beaucoup d'aidants ne veulent pas être reconnus, avoir la casquette, un peu cette étiquette qui colle à la peau, parce qu'à la fois ça peut être, ça peut ouvrir des portes, ça peut ouvrir des solutions, ça peut ouvrir des droits, ça peut ouvrir des aides financières, et en même temps, surtout dans le cadre de l'entreprise, on a peur d'être stigmatisé et d'être vu que par effectivement ce prisme de l'aidant.
ma collègue, elle est super compétente, mais bon, elle est aidante, etc. Et donc c'est vrai que et c'est tout l'objet aussi de cette table ronde de dire que les législateurs et l'entreprise ont des marges de manœuvre, elles ont du pouvoir aussi pour créer des solutions, créer le cadre, mais qu'après il reste toujours à la fin la liberté individuelle de chacun, le choix de ne pas se reconnaître en tout cas au début en tant qu'aidant, et que c'est un chemin personnel aussi et individuel. Et en tant que manager, en tant que directeur d'entreprise, il y a aussi cette notion-là de comprendre qui est pas toujours compréhensible, où on se dit mais en fait on aurait envie de l'aider, on aimerait lui transmettre un certain nombre de solutions, et pourtant il peut y avoir encore pendant un certain temps de la résistance qui en général au final ces barrières sautent pour justement après mettre en place un certain nombre de solutions. Merci beaucoup. Jean-François Rimou, justement, vous, alors à la fois dans l'entreprise Clésia et auprès de vos clients, comment justement vous essayez de sensibiliser à cette question, à faire mieux connaître les danses et à offrir des solutions pour vos salariés et pour les salariés de vos clients? On a plusieurs solutions parce qu'on agit à 3 niveaux, comme vous l'avez dit. Donc, on est membre de l'Agir Carco, c'est-à-dire qu'on s'occupe de 11% en retraite complémentaire du secteur privé. Donc, on a quand même un large public. On a 300 000 entreprises clientes. Là aussi, c'est un large public. Je vais me rapprocher. Donc, dans notre rôle d'assureur d'intérêt général, on est tout à fait convaincu qu'on a un rôle à jouer. Aujourd'hui, il existe des solutions. Le problème, c'est comment elles sont réparties. Si je vous fais un catalogue de ce que fait Clésia, avec l'Agir Carco, en collaboration avec plein d'autres mondes, et ça ne s'appelle pas Clésia, ça s'appelle Ma Boussole Aidant. Marianne nous disait que le problème, c'était de s'y retrouver dans le méandre de l'action publique et des aides qui sont possibles et de ce qu'on peut faire quand on se retrouve en situation d'aidance. C'est un site internet géolocalisé qui permet justement de faciliter tous ces accès. S'il y a une chose sur laquelle je peux témoigner, c'est que quel que soit le statut social de la personne qui se retrouve en situation d'aidance du jour au lendemain, il peut être PDG, il peut être député, il peut être ouvrier, on est tous complètement paumés. Je n'ose vous dire le nombre de coups de fil qu'on reçoit et de personnes où on se dit il n'y a pas de problème. Eh bien, s'il y a un problème, parce que on n'a pas fait ça. Si on remonte un petit peu en arrière, et je sais que Marianne y a beaucoup travaillé, mais j'aimerais que l'aidance ne soit pas traitée comme la dépendance. Pourquoi on a un problème d'aidance aujourd'hui? C'est bien parce qu'on n'a pas réussi à régler le problème de la dépendance, qui, il y a 20 ans, était, je pense que la même table ronde aurait été sur le thème de la dépendance. Il y en a de moins en moins, d'ailleurs, puisqu'on a tous compris qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Et maintenant, survient l'aidance, mais ça n'est que le fil de la chose. Si on avait réussi à régler la dépendance, François-Xavier, je crois que tu as aussi un peu travaillé sur le sujet, on n'en serait pas à se demander l'aidance. Et aujourd'hui, ce qui se passe, très franchement, je pense qu'il faut mettre les bons mots sur les bons problèmes. Avec tout le respect que j'ai pour le député qui était à la table ronde précédente, il a fini ses propos en disant « On doit considérer un salarié comme un être humain ». Je suis désolé, en France, on considère les salariés comme des êtres humains. On parlait de santé, 96% des salariés bénéficient bien évidemment de la Sécu, d'une mutuelle. Il y a énormément de prévention qui est peut-être pas assez utilisée, mais on peut pas noircir le tableau à cela. On ne part pas de zéro. Après, on est là pour regarder ce qui va pas et comment l'améliorer. Je suis tout à fait d'accord. Mais le diagnostic initial est important. Et franchement, certains d'entre vous ont peut-être vécu à l'étranger, ça a été mon cas, croyez-moi, dès qu'on revient de l'étranger, on se rend compte à quel point la France est quand même un pays où il fait bon vivre, notamment sur le système de santé et de prévention. C'est moins le cas de l'aidance, parce que là aussi on a un sujet structurel, c'est que on n'a pas du tout le même sentiment de solidarité intergénérationnelle qu'on peut avoir dans les pays du Sud. J'ai vécu 15 ans en Espagne. On se pose pas la question. Les parents, on vit avec les parents quand ils se transforment, quand ils deviennent dépendants. On se dit absolument pas, on cherche pas d'EHPAD, on cherche pas enfin, voilà, il y a aussi un phénomène culturel. Et puis surtout, là, ce qu'on est en train de construire, et comme souvent c'est le cas en France, malheureusement, les grandes entreprises sont équipées pour le faire. J'ai conduit sous l'égide de Sibylle un groupe de travail pour le club lordois. On s'est tous trouvés très bons, autour de la table. Il y avait Orange, il y avait, alors
Clésia, c'était le tout petit. Hein. Il y avait Orange, il y avait SNCF, il y avait la RATP, il y avait EDF. Il y avait que des gens très bien qui se préoccupent de les salariés. Je dis ça un petit peu cyniquement, c'est pas vrai. On le fait hein, véritablement, et on essaye de mettre des choses en place. C'est un petit peu oublié que 80% des salariés, ils sont pas dans des grandes entreprises. Ils sont dans des toutes petites entreprises, voire des PME, qui, elles, ne sont absolument pas équipées pour. Donc, alors, nous sommes, vous l'avez compris, mutuelle et prévoyance. Donc, on essaye d'aider nos clients. On a créé des outils pour ça, un kit aidant pour effectivement dire aux entreprises qu'il existe des solutions. On a créé un label pour que les entreprises qui se démarquent dans les danses ou qui cherchent véritablement à travailler sur le sujet puissent se faire reconnaître. Et je pense que ces choses-là sont importantes. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce qui marche le mieux dans toutes les politiques qu'on a fait dans nos boîtes, qui sera le don de RTT. Je vous rappelle que dans une TPE de 8 personnes, il n'y a pas de RTT. Donc, c'est con, hein. Déjà, ça limite forcément les dons. L'aménagement du télétravail. On a beaucoup de télétravail dans les grandes entreprises de services. Tout le monde n'est pas éligible au télétravail. Donc, légiférer, c'est bien. L'entreprise, aujourd'hui, on lui demande de plus en plus et l'entreprise prend de plus en plus. Il y a 15 ans, on ne se posait pas les questions de prévention, de santé au travail, etc. Franchement, c'était aujourd'hui, il n'y a pas un employeur, en tout cas s'il a un espoir de recruter quelqu'un, qui peut se permettre d'ignorer ces sujets-là. Peut-être que c'est pas juste par bienveillance, mais en tout cas, je vous jure que le sujet est traité. Le problème, c'est cette répartition-là. Et donc, légiférer dans ce cas-là, c'est toujours un petit peu compliqué. On parlait des branches tout à l'heure. Je pense que le dialogue social, les branches professionnelles sont le bon niveau pour organiser cette solidarité qu'il peut y avoir entre les grandes entreprises et les TPE et les PME pour que l'ensemble des salariés puissent avoir accès effectivement à ces aides. C'est pas confort, c'est pas du tout, mais et ce qui est essentiel pour les entreprises, parce qu'on parlait de productivité tout à l'heure, si on met pas des choses en place pour les accompagner, bien évidemment, on va pas s'y retrouver sur la productivité non plus. Merci beaucoup. Alors justement, vous disiez, il y a beaucoup de choses qui existent, on a du mal à se retrouver dans le maquis. Alors, est-ce qu'il y a trop de choses? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Est-ce qu'il faut rationaliser tout ça, ou est-ce que la solution est autre, et comment justement on peut faire pour rendre les choses plus lisibles pour les entreprises, au-delà des très grandes entreprises qui n'ont pas justement de DRH pour suivre tout ça, mais qu'est-ce qui est souhaitable? Si j'y vais, oui. Je crois qu'il y a un premier élément qui est de bien positionner la question de l'aide. Je vais y revenir quelques instants parce que de là dépend la réponse qu'on peut faire. Un aidant, ça n'est pas quelqu'un qui doit se substituer au fond à l'accompagnement médico-social ou sanitaire. C'est d'un autre ordre. Et en tout état de cause, un aidant doit pouvoir choisir. Est-ce que je fais la toilette de mon proche, ou est-ce que je suis aux côtés de mon proche pour le soutenir sur un plan affectif alors que des professionnels de santé s'occupent de lui? Je rappelle que nos concitoyens ont dit très clairement qu'ils voulaient vieillir chez eux et que par ailleurs, nous sommes dans une société du vieillissement. Donc, un des sujets, c'est de savoir comment, dans le contexte d'une réponse qu'à la CNSA nous avions qualifiée de domiciliaire, on organise effectivement la possibilité pour nos concitoyens qui avancent en âge de rester à leur domicile avec des accompagnements appropriés. Et c'est là que la question que vous posez devient complexe. Et c'est là que le maquis dont tout à l'heure parlait Jean-François Rimoux s'illustre. Imaginez que dans l'instant où nous parlons, vous soyez confronté au besoin d'organiser l'aide pour qu'un de vos proches reste à domicile. Je me demande par quel point vous chercheriez à entrer pour construire la réponse.
Qu'est-ce que vous faites? Vous recherchez les droits, vous appelez des aides à domicile, vous les appelez où? Vous les appelez comment? Comment gérez-vous la coordination avec le besoin de matériel médical? Comment gérez-vous la situation de votre emploi? Comment conciliez-vous cela avec le fait que votre grand ado passe des examens et qu'il a besoin de vous? Enfin, je veux dire, la réalité, elle est celle-là. Et donc, je rappelle par ailleurs que nous sommes dans une situation de tension sur l'emploi. Et que si vous prenez certaines branches professionnelles, et ce que disait Jean-François est très important, prenez par exemple la branche de l'aide à domicile. Dans la branche de l'aide à domicile, vous avez des professionnels de l'accompagnement de nos concitoyens à domicile, sauf qu'ils sont eux-mêmes confrontés à la question de l'aide. Quand on gagne un salaire moyen de 970 € par mois à cause des temps partiels, quel arbitrage va-t-on faire entre le choix d'aider, le choix de travailler? Il est probable que dans le cas de cette branche, des phénomènes de désinsertion professionnelle sont la conséquence de la situation de l'aide. Donc on voit bien que là où l'absence est très complexe, parce que les entreprises sont petites, parce que le télétravail est impossible, ce sont d'autres types de réponses qu'il faut apporter. Et c'est là qu'on retrouve votre question. Comment entrer dans des dispositifs complexes, comment trouver des points d'entrée simples, uniques, lisibles, et comment, au bout de cette chaîne, bénéficier d'une aide agencée qui rend possible l'organisation de la vie de son proche avec la place qu'on y aura, comme on le souhaite, au choix, plus ou moins active ou plus ou moins affective, selon la vie qu'on a eue aux côtés de son proche. À l'OCIRP, nous sommes en train d'investir dans cette réflexion. Parce que nous avons identifié précisément au contact des branches professionnelles, eh bien que nous ne pouvions pas imaginer, penser des réponses uniformes, vous voyez, parce qu'en effet, la taille de l'entreprise, le type d'emploi, la situation des personnes va renvoyer à des besoins qui sont différents. Et donc, je vous le disais, nous mettons un très grand effort en recherche et développement pour arriver effectivement à fabriquer ces réponses avec ce point d'entrée unique pour les aidants afin d'éviter leur conflictualité. Merci beaucoup. Morgane Hiron, vous vouliez compléter. Oui, peut-être un mot sur le collectif Je t'aide que je représente aujourd'hui, qui est un collectif à la fois de structures qui sont des associations, des entreprises, des groupes de protection sociale, mais aussi les aidants, les anciens aidants eux-mêmes qui font partie de cette organisation. Et dans nos missions principales, nous avons l'amélioration des droits des aidants. Donc effectivement, en termes de propositions sur que faire, nos propositions, en tout cas, elles s'adressent à plusieurs publics cibles parce que tout le monde a un rôle à jouer, on l'a dit. Peut-être pour parler déjà du législateur, en parlant des droits. Alors j'entends ce qui a été dit effectivement sur il y a beaucoup de réalités différentes dans différentes entreprises. C'est le cas en fait pour d'autres sujets depuis longtemps, sur les questions par exemple de parentalité ou d'égalité femmes-hommes. Aujourd'hui, ce qu'on voit déjà, c'est que oui, il y a un congé proche aidant qui a été créé, sauf qu'il n'est pas disponible pour tous les aidants. C'est un congé qui est aujourd'hui restrictif, qui ne s'adresse qu'aux aidants de personnes âgées, mais selon certains critères, qu'aux aidants de personnes en situation de handicap, mais selon certains critères, et qui exclut totalement les aidants de personnes malades. Donc c'est vrai qu'il y a déjà un premier niveau de se dire comment déjà on répond aux 11 millions d'aidants, même si évidemment toutes les situations sont différentes, mais déjà au niveau du droit commun, comment on a vraiment des droits qui s'adressent à tous les aidants. Donc ça, c'est un premier niveau. Alors est-ce qu'il faut simplifier le congé de proche aidant, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, en tout cas d'ouvrir la réflexion sur le fait que la société elle change, mais les dispositifs n'ont pas encore changé. Au niveau de l'entreprise et au niveau des branches, là effectivement vous l'avez dit, il y a un panel assez incroyable de solutions qui existent, qui n'était peut-être pas le cas comme vous l'avez dit il y a quelques années. Aujourd'hui, une entreprise qui a envie de se saisir du sujet, et il y en a qui le font, vous en parlerez peut-être de ceux qui sont labellisés dans ce fameux label. Il y a des entreprises qui ont 150 salariés postés, qui ne peuvent pas faire de télétravail parce qu'ils travaillent dans le transport et qui se sont engagés dans cette démarche. Donc je dis pas que c'est parce qu'ils l'ont fait que tout le monde peut le faire, mais en tout cas ils ont su trouver une façon de fonctionner à différents niveaux, de l'information, de ce qui existe pour les salariés, la formation des managers, hyper important aussi d'avoir ces solutions-là, des clés sur quelle posture adopter quand je suis manager d'une personne en situation d'aidance et comment je gère aussi tout le reste de l'équipe qui pourrait se dire mais c'est pas juste, pourquoi cette personne a plus de possibilités aussi. Éventuellement des aides financières si l'entreprise peut se le permettre et faire le lien avec l'existant, notamment aussi la médecine du travail, les systèmes d'assistance
sociale, de se mettre en lien aussi avec tout ce qui peut être proposé par les groupes de protection sociale. Donc on voit déjà qu'effectivement chacun à ses niveaux, il y a des leviers qui doivent s'adapter à la situation, voilà, qui est plus et donc de peut-être conclure mon point sur le fait que oui, il y a autant de situations d'aidance que de 11 millions d'aidants en fonction de la typologie, et que là aujourd'hui on n'a pas encore bien travaillé cette notion effectivement de parcours. Quels sont les points d'entrée uniques, et d'insister, nous ce qu'on insiste beaucoup, c'est de dire la cartographie elle est pas lisible, c'est pour ça qu'il y a des plateformes qui référencent, elle est pas lisible et ça va s'améliorer, mais en parallèle de ça, comment on maintient l'existant, à savoir des professionnels aujourd'hui qui sont dans les plateformes de répit, qui sont dans les CCS, qui sont dans les associations membres du collectif Je t'aide, où c'est leur job en fait d'accompagner les aidants de manière humaine, de manière un peu individualisée. Et je pense que c'est aussi important de dire que dans les propositions, et ça a été dit, il faut à la fois des propositions pour les aidants, mais il faut aussi maintenir, améliorer les propositions pour les aider. Et ça, on voit que c'est pas forcément le cas aujourd'hui, ou en tout cas qu'il y a aussi des incertitudes sur l'évolution de cette transition démographique qui est déjà là et qui n'est pas forcément toujours, ou en tout cas de quelle manière elle est adressée. D'avoir en tête ces deux pans-là quand on s'occupe des aidants et des aidés. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque, on parlait de tout le débat qu'il y a eu sur la dépendance, un peu de se défausser sur les entreprises ou sur les aidants, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, en tout cas la puissance publique n'a pas réussi à totalement prendre en charge la question de la dépendance, et du coup on se décharge sur les familles, sur les aidants ou sur les entreprises pour accompagner cette dépendance. La dépendance, encore une fois, le sujet a été étudié, réétudié. Je crois que les solutions, tout le monde les connaît. Il n'y a pas de quoi qu'il en coûte de la dépendance. Donc là-dessus, je pense que pour l'instant, en tout cas dans un avenir proche, on n'est pas certain que ce qui était à la limite où on pouvait encore réagir il y a 15 ou il y a 20 ans pour éviter la situation sur laquelle on est aujourd'hui, si on la lance aujourd'hui et qu'on reprend 25 ans derrière, entre-temps, l'aidance a encore beaucoup de beaux jours devant elle. Ceci dit, et Morgane l'a dit tout à l'heure, pour le coup, je pense que les entreprises et les organismes comme les nôtres sont en avance sur l'aidance, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pas encore un phénomène connu. On parlait tout à l'heure de ce qu'avaient mis les entreprises ou ce qu'ont mis des organismes à disposition. C'est pas tellement utilisé. C'est pas tellement utilisé pour deux raisons. On l'a dit tout à l'heure. Déjà, il faut se déclarer aidant. Pour ceux qui travaillent depuis longtemps dans le domaine, on s'est longtemps aussi posé la question de comment on pouvait répertorier et savoir qui était handicapé dans nos entreprises, jusqu'au jour où il y a eu un taux de 6,5% qui est arrivé, et on était tous très très contents de savoir qu'on avait des gens en situation de handicap chez nous, mais qui n'osaient pas se déclarer parce que tout simplement ils avaient peur pour leur carrière, ils pensaient que ça pouvait les dévaloriser. Et on a le même phénomène sur les danses avec une complexité plus, c'est que normalement, enfin encore une fois, il y a autant de cas d'aidance que peut-être pas 11 millions, mais enfin il y en a beaucoup, mais il y a une entrée et une sortie. On n'est pas aidant forcément toute sa vie de salarié. On peut avoir une période où on est aidant parce que malheureusement un proche a une fin de vie difficile et que tout d'un coup dans l'urgence, parce que malheureusement ça se fait toujours dans l'urgence, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui doivent se mettre en place, mais la personne finit par décéder, donc par principe, on n'est plus aidant. Malheureusement, quand on a le statut de handicap, en général, on le tient jusqu'au bout. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir faire. Il faut qu'on en fasse la promotion. La promotion dans le sens, on est là, c'est vraiment... C'est pas par bonté d'âme, c'est parce que c'est important. On parlait tout à l'heure d'employabilité, des problèmes de recrutement que l'on a aujourd'hui. On est dans un pays qui n'a pas une grande culture économique, et donc on aime dire les Français ils aiment pas l'entreprise. Alors c'est vrai, on oublie la deuxième partie de la phrase, c'est les Français n'aiment pas les entreprises, mais la mienne elle est bien. Et ça, vous pouvez regarder toutes les études. On aime bien son entreprise. Moi, je commence à entendre certains DRH qui disent « Bah oui, on a mis ça en place, on a mis ça en place, on a mis ça en place, mais c'est pas utilisé. » Alors,
Et donc, il faut pas que ça retombe, parce que on est tous convaincus, je pense, dans cette salle, que le sujet est réel et pour longtemps. Marianne Monchamp. Oui, ce qui est dit par Jean-François Rimou est juste, mais regardez ce qui se passe de manière générale sur les aides sociales. Si vous regardez le taux d'utilisation de l'aide sociale, il est souvent beaucoup plus restreint. Et énormément de nos concitoyens se refusent, par exemple, à instruire un dossier de demande de RSA pour des raisons qui tiennent à une forme de fierté, à une appréhension, à la peur d'une stigmatisation et aussi à la complexité de l'accès. Pour les aidants dans les entreprises, c'est un peu la même chose. Mais si la réponse est la seule, c'est on va vous donner du temps, forcément, c'est générateur de discrimination. Parce que quelque part, la situation de salarié, c'est un temps qui est consacré à une activité pour le compte d'un employeur dans le cadre d'un lien de subordination. Et donc, si le salarié est confronté à une demande de temps, nécessairement, il va redouter que la demande de temps ne se traduise par une forme de discrimination sur sa promotion, sur son accès à la formation, sur son parcours. Mais regardez ce qui se passe pour les femmes avec des petits-enfants. Quelque part, regardez les problèmes de l'égalité salariale homme-femme. Comment se fait-il qu'on ait des écarts salariaux ? Tout simplement parce que pendant des décennies, et encore aujourd'hui, il peut arriver à un employeur de considérer que peut-être qu'une femme avec des enfants en bas âge sera moins subordonnée qu'un homme en pleine forme qui a tout son temps pour faire des réunions jusqu'à 22h. Donc, si je fais, pardon pour la page de publicité. Donc, si vous voulez, à partir de là, si la seule solution qu'on propose aux aidants, c'est une alternative en termes de temps, je crains qu'on ne se donne pas les moyens de l'accès à cette réponse que nous leur devons. Si en revanche, la réponse est une réponse organisationnelle, de solutions concrètes, comme par exemple le serait la garde d'enfants, dans le cas de la petite enfance. Alors, je ne parle pas de garde de la personne âgée, mais je parle d'un certain nombre de solutions. Quelles solutions ? Des solutions en termes d'aide dans le cadre de l'hébergement, le portage du repas, la présence de l'aide-soignante, la coordination du passage infirmier, la personne qui va venir faire promener le chien dans l'après-midi parce que y avait un chien et que la personne ne peut plus se promener. Enfin, pardon de ces détails qui sont triviaux, mais qui correspondent à l'exacte situation de la vie de nos concitoyens en situation de perte d'autonomie. Alors là, l'entreprise qui réussit à mettre à disposition, non pas par elle-même, mais une forme d'accès à ces réponses-là, enlève le caractère discriminant de la situation de l'aidant, soutient l'employabilité de l'aidant et surtout laisse le choix aux salariés. On peut avoir envie de concilier un rôle d'aidant et une activité professionnelle. Je veux dire, et ne serait-ce que pour sa santé mentale, ne serait-ce que pour rester un citoyen à part entière. Pourquoi serait-on déclassé, deviendrait-on un zombie au motif que dans sa vie, on traverse effectivement cette situation paradoxale. Et si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas se tromper dans nos combats, il ne faut pas se tromper dans nos investissements. On a fait un pas considérable avec la reconnaissance de l'aidant, la possibilité du congé proche aidant, et ça c'est une avancée qu'il faut saluer, mais on n'est pas au bout du chemin. Maintenant, il y a un autre morceau de chemin à franchir autour de l'aide et du soutien à la liberté de choix de l'aidant. Morgane Liron, je vous vois prendre des notes frénétiquement. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement, je pense qu'aussi de prendre un tout petit peu de hauteur et encore une fois de rappeler les dates, l'historique. On est vraiment dans un tournant culturel, un changement de regard, et donc de toute façon, ça prend du temps. C'est pas pour dire qu'il faut aller moins vite, au contraire, mais de se rappeler qu'avant, on parlait de famille. Même encore certaines organisations, certaines même associations parlent des familles, des proches. C'est hyper vague et on sait très bien qu'au sein d'une famille, il y a souvent un aidant. D'ailleurs, c'est souvent une aidante. On pourra en dire deux mots à l'instant, et qu'on est dans un changement culturel. Et donc, oui, ça prendra du temps, ça prend toujours du temps. Et de deux, il faut activer plein de leviers en même temps. Et c'est vrai qu'il n'y a pas juste cet facteur temps qui importe aux aidants. Et d'ailleurs, les différents baromètres disent que déjà, ce que les aidants cherchent, même au sein de notre vie, c'est déjà de l'écoute, déjà du soutien et déjà de savoir qu'ils peuvent en parler. Rien que ça, déjà, c'est bien. Et après, oui, viennent la notion, effectivement, de différents dispositifs. Après, pour rebondir sur les DRH qui commencent à pas qu'en ont marre, mais en tout cas qui s'impatientent de ne pas voir le fruit de leur travail, effectivement, faire le lien avec ce changement culturel qui, oui, est long, ça prend du temps et donc il faut le faire chaque année. Il faut chaque année parler du congé de proche aidant, à chaque journée nationale des aidants ou à un autre moment de l'année. Et c'est en répétant qu'au bout d'un moment,
moment, les salariés vont se dire ok, ma collègue a pris ce congé, ça s'est bien passé, je vais pouvoir aussi en bénéficier. Et de toute façon, c'est la partie de l'iceberg qu'on ne verra pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les aidants qui n'ont pas accès à de l'information et du soutien, c'est quoi? C'est des arrêts maladie. C'est des congés professionnels. Et effectivement, de toute façon, en fait, on peut faire semblant de ne pas le voir, sauf que ça sort par la porte, ça revient par la fenêtre. Et peut-être un dernier mot aussi sur le regard qu'on peut porter sur les aidants et ce qui a été dit. Pourquoi c'est important de maintenir les aidants en emploi? Il y a au moins 2 raisons essentielles. Déjà, c'est que les aidants, ils veulent continuer de travailler. Je pense que c'est important de le dire. Ils veulent continuer de travailler pour 2 raisons principales, au moins 3 d'ailleurs. La première, c'est la lutte contre la précarité. Quand je suis aidant, mes charges augmentent puisque aider un proche, c'est aussi l'aider financièrement. Et en général, malheureusement, ça s'accompagne d'une baisse de revenus. Pourquoi? Parce que je n'évolue pas aussi rapidement professionnel que ce que je voudrais, parce que je demande des fois où je suis contraint de demander un mi-temps, voire même j'arrête de travailler. L'instant T sur la précarité à l'instant T et dans le temps après sur la cotisation retraite, donc le cercle vicieux jusqu'au bout. La deuxième raison pour laquelle les aidants veulent continuer de travailler, c'est ce qui a été dit, la santé mentale, la lutte contre l'isolement. Et la troisième raison, c'est effectivement d'avoir ce moment, vous avez dit tout à l'heure, un lieu de réconfort. Des fois, on entend paradoxalement que le travail est un lieu de répit. Donc on se dit c'est quand même dingue d'être en arrivé là. C'est qu'en fait les aidants ils disent ça me change les idées d'aller travailler et de peut-être dire aussi que donc voilà dans le regard aussi de montrer les compétences. C'est un sujet qui émerge beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui il y a des études qui montrent que oui les aidants ils développent des compétences transversales. L'écoute active, l'intelligence émotionnelle, la gestion de projet, la gestion du stress, l'organisation du temps, la coordination, le travail en équipe. Et en plus, ces compétences sont les plus recherchées sur le marché du travail. Et beaucoup d'aidants ne le savent pas forcément que cette période de vie permet aussi des fois de changer peut-être de métier ou en tout cas de se mettre à son compte ou en tout cas de revisiter leur projet professionnel. Et puis un mot pour conclure aussi, parce qu'on parle des aidants en général, on l'a dit, il y a plusieurs situations d'aidance. On peut être aidant plusieurs fois dans sa vie, on peut être multi-aidant. 39% des aidants s'occupent de 2 proches ou plus, et donc c'est un facteur de risque supplémentaire qui va aggraver la prise en charge, mais peut-être de rappeler que aider creuse les inégalités, et que dans les solutions qu'on doit apporter, c'est intéressant de regarder tous les aidants, c'est peut-être aussi intéressant de se dire c'est quoi les publics cibles les plus vulnérables, où finalement l'aidance va rajouter une couche de difficulté, et j'aimerais pointer effectivement la situation des femmes. La plupart des aidants sont des aidanteux qui cumulent déjà des difficultés dans le monde de l'emploi par ailleurs, quand elles sont mères, mais même pas, des fois, juste dans l'évolution de la carrière. On l'a dit, les postes dans les grandes entreprises de services et du télétravail, la différence entre les CSP, les catégories socio-professionnelles, et effectivement une santé fragile. Si on a déjà une santé fragile, on aura une santé encore plus fragile. Donc, quand on pense les réponses à ces différents niveaux, comment aussi on fait le lien avec ces différents facteurs d'inégalité et ces fragilités qui vont s'accumuler et qui, à la fin, vont faire qu'on va avoir des ruptures qu'on voit déjà, des ruptures dans la santé, l'isolement, des ruptures démocratiques aussi, avec effectivement, on le voit, on a travaillé sur la question de l'isolement des aidants en 2021, des aidants qui se disent, en fait, on ne fait rien pour moi, je dois encore une fois me débrouiller tout seul, et qui mènent effectivement, au fait de ne plus voter, ou de voter extrême, et ça, c'est hyper important de l'avoir aussi en tête dans les années qui viennent. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Je rebondis juste sur les compétences. Je me souviens, on avait fait justement pour la Croix un article sur ce sujet-là. J'avais été très frappé par le témoignage d'un responsable de la gendarmerie nationale qui me disait, voilà, je me rends compte que dans la gendarmerie, il y a des gens qui reconnaissent être enterrés professionnellement, qui ont arrêté toute possibilité d'avancement parce qu'ils étaient aidants, alors même que ils avaient développé des compétences d'intelligence émotionnelle, d'encadrement, de résistance au stress. Il me disait, mais c'est justement ces compétences-là dont nous, à la gendarmerie, on a besoin pour nos cadres. Et voilà, il essayait justement d'accompagner les aidants pour justement développer ça dans la gendarmerie. On va passer aux questions. On avait commencé un peu plus tard, donc on va passer aux questions de la salle. Alors, je vous rappelle juste de vous présenter au moment d'intervenir. Hop là. L'égalité homme-femme. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais plutôt un témoignage. Caroline Linquette. Je travaille dans un cabinet de management de transition et j'ai fait ce choix récemment, justement, Morgane. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. À mon propre compte, dans ma structure, en me disant que ça pouvait le mieux possible accompagner justement
mon poste aussi d'aidante de nos parents. Il y a une chose aussi que je voulais témoigner, c'est que je n'arrête pas de dire qu'on a été formé par Dolto pour élever nos enfants, en tout cas mieux les élever. On n'est pas du tout formé pour accompagner nos parents. C'est très complexe parce que là, on est dans de l'affect à mort. Bien sûr, on parle de l'entreprise, mais quand même le parterre aujourd'hui et la matinée étaient autour de la problématique du travail, des plus de 50 ans, on est souvent justement aux portes de l'entreprise et pas dedans. Et donc, une position d'aidante, sans être adossée à une entreprise, sans les problématiques que vous avez évoquées, ce que je comprends très bien. Des fois, je me dis, vraiment, il y a deux mondes dans notre société. Il y a ceux qui sont dans l'entreprise et qui peuvent être, entre guillemets, chouchoutés autant que faire se peut, avec des entreprises qui mettent parfois des choses en place. Et puis les autres qui avancent dans une autre structure contractuelle, justement sans ce lien de subordination. Donc oui, de la liberté, mais un risque de précarité qui va sans dire. Donc voilà, c'était plus ce témoignage-là, parce que ça m'a fait réagir. Excusez-moi. Bonjour, merci. Je suis le créateur de WeHelp, qui est un réseau national d'aide à domicile. Je vous rejoins dans tous les témoignages que vous avez partagés. Sur la partie de l'aidant, on a beaucoup parlé de libérer du temps de l'activité professionnelle pour aider un proche, que les taux d'usage étaient peut-être pas très bons parce que il y a peut-être une méconnaissance de ces sujets. Ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'on peut avoir envie de mettre des protocoles dans l'autre sens. Il y a notamment le répit de l'aidant pour faire en sorte que, au-delà de libérer du temps du travail pour s'occuper de son proche, il faut qu'on puisse libérer du temps dans le fait de s'occuper de son proche pour pouvoir faire d'autres activités. Et ça aussi, c'est un mécanisme qui est peu connu. Il n'a pas été mentionné, le répit de l'aidant. Et celui-là, au-delà de le faire connaître, il faut aussi changer la perception et déculpabiliser les proches aidants. Aujourd'hui, c'est très dur de dire je vais confier le fait de m'occuper de mon proche à quelqu'un d'autre. Et ça aussi, c'est plus profond. On parlait de stéréotypes ce matin. C'est quelque chose qu'il va falloir changer progressivement. Avoir envie d'aller au travail, qui peut être un endroit de répit, comme vous le disiez, mais en fait, il n'y a pas à en avoir honte et ça doit être soutenu. Et s'il y a un dernier mot que je voulais mentionner, c'est le terme de care manager. C'est un rôle qui est en train d'émerger de plus en plus dans la prise en charge des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap, et qui, après des rôles de coordinateur de tous les sujets autour d'une personne en perte d'autonomie, ça fait des décennies qu'on en parle. Mais en tout cas, voilà, encore un nouveau sujet qui émerge et que chez nous, on essaye de porter de façon performante. Voilà, c'est très intéressant ce que vous dites. Deux réflexions vite fait. La première, c'est que c'est toujours intéressant d'aller regarder ce qui se passe dans le cadre de la politique du handicap. La politique du handicap a quelque chose de plus orienté citoyenneté, si je puis dire, que la politique de l'âge, qui reste une politique très sanitaro-médico-sociale. Et dans le cadre de la politique du handicap, le droit au répit est quelque part, déjà solidement ancré dans l'accompagnement des familles, et je pense qu'on pourrait utilement prendre appui sur les avancées qu'ont portées les associations de parents d'enfants en situation de handicap. L'autre élément, si vous voulez, c'est que pour imaginer l'approche domiciliaire, dont vous êtes quelque part un des acteurs à travers la structure que vous portez, il y a une fonctionnalité qu'on n'a pas encore adressée dans nos réflexions et dans nos politiques publiques, c'est ce que j'appellerais l'agencement. Quand vous êtes dans une institution, l'agencement, c'est l'institution qui le porte. C'est l'EHPAD qui va porter l'agencement et l'intervention des intervenants, pas toujours très facile et sur des temps souvent trop courts, mais c'est comme ça que c'est l'institution qui le porte. Quand on est à domicile, ce temps d'agencement, il n'est pas fait. Et s'il n'est pas fait, alors ça ne marche pas, ça ne tient pas. Et c'est là qu'on retrouve cette fonctionnalité de care management versus de case management, c'est-à-dire de management de situation particulière dans des environnements très, très précis. Effectivement, et c'est important ce que vous dites. Il y a des choses qui ne sont peu ou en fait, je me suis fait opérer du dos, donc j'ai du mal à prendre cette position-là, mais tout va bien. Mais je suis debout, j'ai été très bien soigné en France. Qui l'aurait cru? Non, il y a des choses qui existent depuis des années et qui sont peu utilisées. J'en profite. Ce n'est absolument pas commercial. Pour ceux qui sont salariés d'une entreprise du privé, mais même pour les indépendants, a priori, vous cotisez à une caisse de retraite. Sachez qu'il y a une action sociale
très importante. On parle en centaines de millions d'euros chaque année qui sont distribués, et notamment, alors il y a des résidences effectivement faites pour que les aidants puissent prendre des congés, tout simplement, hein, parce que tu parlais du détail du chien, il n'y a pas de petits détails, on a tous besoin de congés, on a tous besoin. Et donc, si vous avez des gens autour de vous qui sont dans cette situation ou qui peuvent prendre en charge tout ou partie d'une adaptation de l'habitat, tout ça est fait au cas par cas, c'est des dossiers qui sont assez simples à monter. Dites-le autour de vous, sachez que ces aides-là existent, c'est pas toujours ultra connu. Ma boussole aidant, donc là aussi, encore une fois, c'est pas un service payant, hein, c'est quelque chose que l'on a fait avec la Caisse des dépôts, avec la CNSA, avec plein de monde. C'est vraiment un outil où on essaie justement de rendre un outil unique pour que tout le monde s'y retrouve. Donc maboussoleaidant.fr, il y a tout ça. Après, il y a aussi une autre chose. Vous dites, monsieur, que vous avez une entreprise sur le sujet, et il faut bien se rendre compte. La santé, ce n'est pas gratuit, contrairement à ce que l'on croit en France. Les danses non plus. Il y a aussi un moment où il va falloir, alors, est-ce que c'est le législateur qui va devoir le faire? Est-ce que c'est les entreprises qui vont devoir aider? Mais avoir quelqu'un qui prend soin d'un de vos proches parce que vous devez travailler, etc., ça a un coût. Tant qu'on les paye avec un lance-pierre, on risque pas d'en avoir beaucoup. C'est important de leur dire, on parlait de la branche des aides à domicile tout à l'heure, tu parlais du salaire moyen de 970 €, et encore, c'est quand c'est du plein temps. Voilà, on ne peut pas, le service a un coût, on est dans un pays où on n'est pas tellement habitué à payer le service. Il y a des aides pour ça, parce que tout le monde n'est pas en capacité, et de toute façon, ça coûte toujours beaucoup moins cher que d'interner quelqu'un à l'hôpital. C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est que de toute façon, a priori, encore, je touche du bois, on laisse personne dans la rue. Mais ce coût que l'on ne veut pas mettre dans l'aide à domicile, on l'en dépense 2 fois plus à l'hôpital. Donc là aussi, il y a un sujet, et notamment payer les gens qui s'en occupent, parce que c'est des métiers qui sont difficiles et qui demandent énormément de bienveillance. Bonjour, Christine Hirt. J'accompagne les changements d'entreprise et les trajets et les parcours professionnels. Et en fait, moi, j'ai été à la fois un témoignage. J'ai été aidante, j'ai accompagné ma fille qui a eu un cancer, donc j'ai dû m'arrêter de travailler. Je suis tombée dans la seniorité, 45 ans, donc c'était le sujet de ce matin, donc c'était pas très facile, et à la fois l'État m'a aidée quand même, puisque j'ai eu une aide. Et j'accompagne aussi des jeunes qui justement ont des cancers et donc qui ont dû arrêter, des jeunes adultes qui ont dû arrêter leurs études ou leur job. Et je me rends compte qu'en fait, il y a des aides, il y a des offres. C'est pas facile à trouver. C'est vrai que c'est un vrai chemin de croix pour trouver. Et à la fois, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a vraiment culturellement, et on en parlait ce matin du volant de la culture, une non-connaissance des gens qui sont complètement pas concernés par ce sujet. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez mis des choses en place pour justement qu'il y ait ce volant culturel, en fait, que ceux qui ne sont pas concernés, par exemple des recruteurs, des gens qui accompagnent dans des formations, etc., puissent avoir cette approche, en fait, de qu'est-ce que ça veut dire d'être aidant. Parce que c'est bien d'aider les gens à être aidants, et à la fois peut-être qu'il faudrait réfléchir à comment on met un bonus pour ceux qui ont envie, qui aident, comment on les récompense, et un malus pour ceux qui n'aident pas, et comment on peut aussi développer de la culture autour de ça. Voilà, c'est une question. Franchement, alors pour avoir une note positive, parce que j'ai l'impression d'être très très négatif sur le sujet depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de problèmes, et on est en train de chercher des solutions. Il y a un problème qu'à mon avis on va avoir beaucoup moins par rapport aux exemples que j'ai donnés tout à l'heure sur le handicap ou sur la maladie longue, le retour en entreprise après avoir eu un cancer, etc. C'est que ça touche, on l'a dit, c'est exponentiel, de plus en plus de monde et de plus en plus jeunes. Vous avez 37 ans, c'est ça donc, et il n'y a pas le même phénomène de peur qu'il peut y avoir où on ne veut pas voir le cancer de l'autre, on veut pas, parce qu'il y a une résonance là-dessus. Je pense, c'est une opinion, mais j'ai l'impression qu'il y a une solidarité. Enfin, en tout cas, moi, dans l'entreprise dans laquelle je suis, et j'ai la chance de voir beaucoup d'entreprises, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de solidarité entre les salariés. Là, je parle pas des DRH, etc. Sur le sujet, dans le cas des danses.
plus que dans le cas de la maladie ou du handicap, qui reste quelque chose qui fait peur et que on préfère ne pas voir. C'est peut-être qu'une expérience et une opinion personnelle, mais j'espère qu'on n'aura pas ce creux-là à passer comme on l'a eu sur d'autres sujets qui à chaque fois renvoient aux mêmes conséquences, aux mêmes problématiques. Enfin, la maladie redoutée, le retour au travail après une maladie, etc. Tout ça est un peu lié. Hein, donc, j'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'une opinion. Jean-François a raison en disant ça. C'est vrai que les choses avancent. Mais enfin, convenons qu'il y a un certain nombre de domaines qui restent quand même des sacrées zones d'ombre. Moi, je m'intéresse beaucoup aux questions de santé mentale, de troubles psychiatriques. Je dois vous avouer que là, pour le coup, les éléments, si vous voulez, un peu phobiques et d'évitement, les idées reçues, les comportements de discrimination insupportables sont encore très présents dans notre société. Il y a plusieurs manières de traiter le sujet. Je crois beaucoup à l'information. Je crois aux politiques publiques. Je crois très fort aux politiques publiques et dès lors que les politiques publiques, si vous voulez, adressent le sujet du vieillissement, adressent la question de la santé mentale, par exemple, alors nos concitoyens petit à petit s'acclimatent à ces sujets. Je crois aussi à tout le domaine de l'art et de la culture, des films, pour la politique du handicap, par exemple, ont eu des effets de levier considérables. Souvenez-vous de ce premier acteur en situation de trisomie qui a reçu une palme au Festival de Cannes. Plus jamais on a vu la trisomie de la même manière. On a le même phénomène avec l'autisme, qui a subi pendant des années des discriminations au point de se traiter de nom d'oiseau et de se qualifier d'autiste, ce qui n'est plus possible sur les bancs de l'Assemblée nationale, en théorie, je pense. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est en effet toute une attention et toute une orientation sociétale de la compréhension du fait que dans une société qui avance son âge et qui vieillit inéluctablement, il faut apprendre à comprendre les besoins spécifiques de chacun. Et c'est vrai que ça nécessite un certain type de discours, j'assume, politique. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode des Rencontres du Club Landois, un podcast du groupe Bayard. Si vous souhaitez être tenu au courant de nos prochains événements et nos actualités du Club Landois, je vous invite à nous rejoindre sur LinkedIn.